Je m'appelle Catherine Hervé, je suis psychologue et psychothérapeute, j'ai moi-même vécu la boulimie et j'ai réuni autour de moi, pour une journée particulière, des personnes qui ont été très enthousiastes à l'idée de partager leur expérience pour éclairer celles et ceux qui ne voient pas encore le bout du tunnel, ainsi que leurs familles. Au début, pour raviver leurs souvenirs, je leur ai lu une lettre qui ressemble à celle que je reçois habituellement et qui rend bien compte de la détresse qu'on ressent quand on est boulimique. Car je n'ai rien à faire, je m'ennuie. Quand je sors du boulot, je suis enseignante, à 17h c'est l'angoisse. Maintenant que vais-je faire? Comment s'occuper? Il ne faut surtout pas que je rentre chez moi, sinon je vais encore manger. Je vais faire les magasins, ou plutôt du sport. Il faut que je fasse du sport tous les jours un footing, il le faut. Et voilà comment je raisonne chaque fois que 17h sonne à l'école. Chaque jour c'est la lutte, s'occuper pour éviter de manger, agir le maximum pour ne pas se goinfrer. Et puis un jour je craque, je me laisse aller, je boulime et je boulime et je boulime pendant des jours et des jours. Je ne fais plus aucun sport, je n'ai aucune volonté pour rien, je ne veux plus voir personne, je ne vais même pas au boulot et j'ai une culpabilité maximum. Je suis dans cette galère continuellement. Pourquoi ne suis-je pas normale? Pourquoi cette maladie est tombée sur moi comme un fatalisme? Pourquoi cette injustice? Et j'ai voulu vous lire cette lettre parce que je trouve que ça va faire résonance certainement en vous. Hein? Cette question aussi, cette question finale, pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi ça m'arrive? Et je vais toutes vous proposer de réagir sur cette lettre à tour de rôle. On va s'en servir comme point de départ. Chacune pour raconter un petit peu qu'est-ce que cette lettre vous rappelle de vos expériences, en essayant de retrouver un petit peu le ton que vous avez quand vous parlez dans les groupes. Moi donc je m'appelle Sultana, j'ai 14 ans et dans cette lettre, je trouve, la peur et tout le temps l'envie de fuir la boulimie, c'est ce qui m'a choquée parce que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est exactement moi dans cette lettre. Mais j'ai l'impression que j'arrive à me dire que je suis boulimique parce que on n'est pas avec les autres, on n'est pas avec les gens. On vit pas avec eux, on est ailleurs, on sait pas où on est justement. Et c'est ça qui est dur. Et les gens comprennent peut-être pas aussi. Les gens comprennent pas. Et dans cette lettre, qu'est-ce que tu as reconnu de toi? Quels sont les mots que tu retiens de cette lettre? Est-ce que tu as retenu des mots ou des images? Oui, quand elle parle d'essayer de faire du sport ou d'aller faire le magasin, de fuir surtout, ça c'est tout de suite d'aller fuir. Mais après, quand on rentre chez soi, c'est encore pire en fait. Donc on peut ni fuir, ni ne pas fuir, on est toujours... Oui, en fait, justement, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ça t'est arrivé quand, Sultana, toi, d'avoir des crises de boulimie? Depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Et alors, je ne me rendais pas compte que j'étais boulimique. Tu te rendais pas compte? Non. Et tout de suite, ça a pris des proportions énormes? Et je me rendais compte que je mangeais pas comme les autres, c'était différent. Et ouais. Que déjà j'étais dans un autre... un petit peu? Déjà, c'était pas avec plaisir que je mangeais. Et c'était très disproportionné, c'était pas comme les autres personnes qui mangent normalement. C'était 10 fois plus que les autres qu'on mange, 10 fois plus. Oui. 10 fois plus. Oui. Et puis surtout, quand on mange, c'est justement pas avec plaisir. Puis on mange pas, on bouffe, on se goinfre, on se remplit et c'est pas manger en fait. J'ai pas l'impression qu'on mange, on n'apprécie pas ce qu'on mange.
Pendant toute la première partie de ce film, l'atmosphère se fera de plus en plus lourde. Difficile d'évoquer cette souffrance-là sans ressentir en même temps une immense tristesse d'être passé par tout ça. Et que ce soit dans le texte qu'elles ont écrit pour la circonstance ou dans le feu de l'action, chacune à sa manière retrouvera le désarroi qu'elle a traversé. En revanche, la seconde partie sera beaucoup plus légère. Elles parleront de la façon dont elles ont vécu la thérapie, de ce qu'elles ont découvert d'elles-mêmes et aussi du plaisir de ne plus être boulimiques. Mais pour commencer, certaines ont écrit un papier sur la période où elles étaient encore des toxicos de la bouffe. Rien que de commencer à lire à l'intérieur, je tremble. Je tremble beaucoup, quoi. Je m'appelle Cécile et j'ai 18 ans. Et j'ai écrit mes premières impressions comme ça. Je pense que j'ai pas tout mis, quoi, là-dedans. Mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit en y pensant, quoi. Quand je pense à l'horreur de la boulimie, je pense à ces 5 années que j'ai passées à vomir tous les jours ou presque. Au début, je me sentais moche, horrible. En grandissant, je m'étais amincie, mais cela ne me suffisait pas. Toutes les autres filles étaient toujours mieux que moi. Alors j'ai commencé du jour au lendemain les boulimies, comme si c'était la solution la plus logique. Au début, c'était un peu l'euphorie. Je perdais un peu de poids. Je mangeais ce que je voulais sans jamais le garder. Alors la spirale du mensonge a commencé. Je me cachais pour vomir et les jours où je me disais « tu ne vas pas vomir aujourd'hui », je craquais toujours à la fin. Le lycée fut le plus dur. Je ne me sentais pas à ma place. Je ne me trouvais pas intéressante, alors je me laissais bouffer par les copains ou au contraire j'étais trop envahissante. J'étais mal, mais mal, et la bouffe c'était devenu comme une drogue. Pendant les pauses entre les cours, si je n'avais pas ma dose de bonbons ou autres sucreries, j'étais insupportable. À la cantine, le midi, je trouvais toujours des assiettes à finir en plus de la mienne. Je m'éclipsais toujours discrètement aux toilettes après. C'était dur, cela me soulageait, mais j'avais envie de pleurer, j'avais honte. Je me dégoûtais. Plus dur encore à supporter quand on vous dit « Cécile, comment tu fais pour manger autant sans prendre un gramme ?» J'étais malheureuse car les autres ne savaient pas tout ce que je faisais pour me donner un semblant de bien-être. J'ai souffert tous ces soirs où je vomissais en me dégoûtant, et parfois à d'autres périodes c'était le contraire, je n'avais plus faim. Je cachais toujours à mes parents mes périodes d'empiffrement et mes périodes sans nourriture. Alors j'ai commencé à fumer en espérant moins manger, ça n'a rien changé. Et plus tard, quand quelques personnes ont su mes boulimies, ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Je culpabilisais tout en ayant un besoin de bouffer à volonté. C'est le moment de ma journée presque agréable. Et de tout évacuer ensuite. Je voudrais encore entendre toutes celles qui ont écrit une lettre. Boulimie quand tu nous tiens. Certains diront c'est beau d'avoir 20 ans. Pour ma part, à 20 ans, plus rien n'a compté que manger. Quand j'ai commencé à devenir boulimique, je ne me suis pas demandé pourquoi ni comment cela avait pu m'arriver. D'ailleurs, ce que je vivais n'avait pas de nom. C'était un réflexe de survie pour continuer à vivre cette vie où tout prenait en même temps un sens et son contraire. Être aimé et ne pas se sentir aimé. Vouloir dire non et s'entendre dire oui à la place. Ne pas avoir envie mais le faire quand même. Marcher et se sentir paralysé. Respirer et s'asphyxier en même temps. Apprendre et oublier dans le même instant. Je me sentais si mal, bonne à rien, si inutile face à ces contradictions perpétuelles, comme si j'étais en permanence à côté de la vie, sans pouvoir jamais y prendre ma place. Que faire face à ce vide d'existence? Se remplir vite et bien, je dirais. Engloutir des monceaux de nourriture, tout ce qui me tombait sous la main, qui me donnait instantanément la sensation d'être simplement vivante. Par le simple fait de la saveur des aliments qu'on avale encore et encore, sans fin F-A-I-M et sans fin F-I-N.
Surtout ne plus s'arrêter pour rester en vie un petit moment de plus. Boulimie, tu me tiens, ne me quitte plus. Sans toi, c'est la mort. Avec toi, c'est l'enfer. De la mort, de l'enfer, mon choix est fait. Je veux vivre en enfer. Ça, c'était ce que tu aurais écrit? Si j'avais pu être consciente de ce qui m'arrivait à l'époque, c'est ce que j'aurais écrit, oui. C'est ce que tu aurais écrit. Mais je me posais pas de questions à cette époque-là. Je savais pas ce qui m'arrivait. Estelle, tu veux y aller? Il y a quelques années, la boulimie pour moi c'était l'urgence, combler ce vide immense que je ne ressentais même pas d'ailleurs, puisque dans ces moments-là, je n'étais pas capable de sentiments. J'étais intouchable, impénétrable. Il n'y avait qu'une seule chose, manger. Puisque je gardais chez moi que le strict minimum en nourriture et que j'achetais au jour le jour de quoi nourrir ma fille, 2 ans à l'époque, à chaque fois que ça me prenait, je n'avais rien à bouffer. Donc je faisais dîner ma fille, je la couchais rapidement, en grignotant tout ce que je trouvais, et je sortais ma voiture, je laissais mon enfant seul, et c'était parti pour la chasse à la bouffe. Station-service en général. À partir du moment où je prenais ma voiture, je ressentais une sorte de jouissance mêlée à une énorme culpabilité. Mais tout ce qui comptait sur le moment, c'était que je puisse manger. Les crises étaient infernales. Je mangeais tellement que j'avais du mal à marcher. Ensuite, j'essayais de me faire vomir, sans succès. Alors j'allais me coucher en pleurant et en pensant que j'étais folle. Ensuite, il y a eu les groupes. J'ai réussi à me faire vomir. Je me suis autorisée à manger et à dégueuler autant de fois que je le voulais. Ça a duré 3 ans, le temps de ma thérapie. Un peu plus. J'avais peur que toute ma vie soit toujours comme ça, manger, vomir, survivre. Et puis, il y a environ 1 an, les choses ont changé. Je n'arrivais pas à croire que je pouvais ressentir du bonheur, y avoir droit moi aussi. Il n'y a plus cette culpabilité et les quantités sont dérisoires. Je me sens évoluer de jour en jour et je peux enfin dire que je suis heureuse tout simplement d'être en vie. Ce qui est intéressant avec toi, Estelle, c'est que je crois que les crises de boulimie se sont arrêtées après la thérapie. Oui. Hein? Oui. Combien de temps après? 1 an et demi. 1 an et demi après la thérapie. Ça, c'est important. Je voudrais qu'on le sache parce que ça n'arrive pas toujours pile poil pendant la thérapie. Non. C'était d'ailleurs assez dur à vivre. Oui. Parce que je me disais, bon, j'y arrive pas, quoi. Je suis très touchée par... J'arrive pas à parler. Par la lettre de Delphine. Mais j'étais aussi très touchée par la lettre de Marie. Et par la lettre que tu nous as lue. Bien sûr, ça m'évoque plein de choses. Cette espèce d'errance. On sait pas sur quelle planète on vit. On se demande pourquoi. Pourquoi on est comme ça. Pourquoi on n'est pas comme les autres. Et surtout, on sait pas quoi faire pour que ça aille mieux. Et puis, on n'ose pas en parler. Tout ce qui est autour de nous, c'est des murs, c'est complètement hermétique. Et puis on n'en peut plus, on veut que ça s'arrête, mais on sait pas quoi faire. Et il faut tout le temps se cacher, il faut tout le temps fuir, puis il faut sourire, il faut pas que ça se voie. Tout aille bien, dans le meilleur des mondes, pour pas faire souffrir les autres. Pour ma famille, il fallait pas que ça se voie.
Bon, moi, bien, maintenant, donc je suis presque à la fin de ma thérapie. Donc, je fais plus de boulimie. Ça fait un peu plus de 5 mois maintenant. J'ai plus l'obsession de la bouffe, bien sûr. Mais quand je repense à ces périodes-là, bien sûr, je suis très émue. C'est une partie de ma vie. Ça fera toujours partie de moi. C'est une période à fleur de peau. C'est une période où on est complètement écorché. On est dans sa bulle et on est tout seul sur Terre, en fait. On a l'impression d'être seul et bien sûr, ça m'émeut beaucoup. Tu veux commenter ça, Hélène? Je sais pas. C'est ça qui est le plus dur dans la boulimie, c'est de détruire tout ce qu'on fait petit à petit. On a l'impression tout le temps de revenir au point zéro et de pas avancer. On a l'impression qu'on n'est rien et qu'on n'est jamais né. Anne-Marie? Je m'appelle Anne-Marie et je viens d'avoir 50 ans. De me retrouver ici en situation de groupe m'apporte beaucoup d'émotions. Mais c'est aussi au milieu de ces groupes que j'ai appris à parler en pleurant. Moi, en fait, j'ai voulu tout faire à la fois. J'ai voulu... je me suis mariée à 20 ans avec un mari que j'aimais et qui est toujours là, dans 30 ans de mariage. À 30 ans, j'ai monté une entreprise avec lui, que je dirige toujours. J'ai eu 2 filles, que j'ai voulu élever parfaitement également. Et puis à 38 ans, j'ai perdu mon père. Et là, je suis tombée dans le ravin. Je ne savais pas ce que c'était. C'est vrai que le fait de manger, le fait de toujours courir après le poids m'avait poursuivi. J'ai commencé les groupes à 45 ans et je me suis trouvée dans un endroit qui m'était étranger complètement, puisque j'avais toujours été habituée à tout gérer, à tout maîtriser, aucun lâcher prise. Et c'est vrai que ces groupes m'ont apporté beaucoup, m'ont apporté le feedback des autres, savoir que je pouvais être douce, ressentie comme douce, je pouvais me trouver au milieu de personnes et écouter ce que je n'avais pas su faire. Je suis quelqu'un qui, de l'extérieur, on aurait pu dire, elle a tout pour être heureuse, elle est bien. C'est une femme respectable. Elle n'a pas de problème. La première fois que tu es venu me voir, tu m'as dit « Je suis chef d'entreprise ». Oui, c'était une reconnaissance, oui. C'est vrai que c'était une réussite. Je suis une fille d'émigrés et que c'est vrai, la revanche sur l'émigration de familles dans le malheur, c'est vraiment une revanche. Mais j'ai appris justement au cours de ces groupes que je suis chef d'entreprise. Ça veut rien dire. Et qu'en fait, c'est qui je suis. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qui vivait à ma place. J'aimerais que vous rebondissiez un petit peu là-dessus. Peut-être Christine. Je m'appelle Christine et j'ai 32 ans. Et je ne suis plus boulimique. Mais je ne pensais pas, en venant ici, ressentir autant d'émotions. Je pensais que c'était passé et... Le matin, je me levais en me disant « Allez Christine, courage, volonté, tu vas pas manger aujourd'hui. » Et au fur et à mesure que la journée avançait, je commençais à manger. Ça commençait par le grignotage et après je mangeais. Quand je partais au boulot l'après-midi, c'était la tournée des boulangeries en fait, ce que tu
La lettre que tu as lue au début, elle parlait qu'elle s'arrêtait dans les boulangeries et je retrouve exactement ça. Je m'arrêtais, je prenais plein de bonnes choses. Alors ça me faisait du bien au début, puis après, je me disais, t'es folle. Et je m'arrêtais, je continuais comme ça sans arrêt. Et quand j'arrivais à mes cours, puisque je donne des cours de danse, c'est-à-dire que je travaille devant une glace tout au long de la semaine. Et j'arrivais devant la glace et je me voyais obèse. C'était atroce. J'arrivais pas à maigrir. C'était un cercle vicieux. Et puis, je pleure aussi parce que ça me fait penser à autre chose. Quand j'ai rencontré ce qui est mon mari maintenant, je pensais pas que quelqu'un pouvait m'aimer, m'apprécier, parce qu'en fait, j'avais pas fait d'études, je me sentais vachement inférieure à lui. Et je pensais pas que quelqu'un pouvait m'aimer comme ça. Et puis j'ai l'impression de lui avoir fait du mal aussi. Avoir fait du mal aussi à mes petites puces. Parce que j'étais très agressive. Je ne m'en occupais pas. Et j'ai culpabilisé beaucoup. Voilà. Je voulais dire que je ne fais quand même plus de boulimie maintenant. Et que je suis bien, une sensation de liberté, de faire ce qu'on a envie de faire. Alors toi aussi, t'as arrêté ta thérapie il y a un moment? Oui, j'ai arrêté ma thérapie il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Mes crises de boulimie ont diminué. Alors, ma thérapie a duré 3 ans. Oui. Et mes crises ont diminué au bout d'1 an, 1 an et demi. Ça commençait à diminuer, quoi. Et c'est-à-dire que j'avais toujours une sensation de vide quand même. Sensation de malaise. Mais j'arrivais devant mes placards et en fait je les ouvrais plus, j'avais plus envie de manger, ou plus de la même façon. C'est-à-dire c'était du grignotage, mais je n'avais plus ces crises de boulimie où je m'engouffrais d'un tas de tartes aux pommes, de pain au chocolat, Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, c'est que pendant mes cours, j'en faisais des crises. C'est-à-dire que j'envoyais, comme je ne pouvais pas me déplacer, j'envoyais mes élèves m'acheter à manger. Et ils étaient très surprises, en fait. Et je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de manger tout ça en plein cours devant mes élèves. Et je me sentais vraiment très, très mal. Et en plus, j'avais ce reflet de moi qui était... Et toi, tu ne te faisais pas vomir? Non. Si bien que je grossissais énormément. J'étais en dents de scie. J'arrivais à suivre des régimes où je me privais un maximum. Et après, je recraquais... dans l'autre sens aussi, un maximum. Et là, je regrossissais. Et c'est vrai que l'image d'une danseuse, ça doit être toujours une jeune femme filiforme, gracieuse, sourire. Et j'essayais d'avoir tout ça et je n'y arrivais pas puisque j'étais grosse. Merci, Christine. Voilà. Catherine, tu disais aussi, Catherine, que quand tu grossissais de 30 kilos, parce que ça t'est arrivé plusieurs fois, 30 kilos, 20 kilos, oui. Tu reperdais, tu regrossissais. C'est-à-dire que moi, tu disais que ta peau te faisait mal. J'avais une obsession, c'était de peser 57 kilos. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas 57,100 ou 57,200, c'était 57. Pour moi, la perfection, c'était 57 kilos. Donc, je m'efforçais d'y arriver, j'y arrivais. Et le lendemain même, je recommençais à bouffer. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que je me disais, ça y est, t'as craqué, tu vas forcément grossir. Il suffisait que je mange, je sais pas moi, 2 Tritz pour me dire, de toute façon, ça y est, t'as craqué, t'es qu'une nulle, tu vaux rien, tu vas reprendre tous tes kilos. Et effectivement, les crises de boulimie s'enchaînaient, mais tu sais, quand tu vides ton organisme en faisant un régime pendant 6 mois, un régime à 1200 calories, par exemple, j'ai jamais bousillé ma santé, j'ai toujours fait des régimes quand même équilibrés, et que du jour au lendemain, tu recommences à t'enfiler 25 religieuses au café dans la journée, il y a un tel différentiel entre ce que tu as fait pendant des mois et ce que tu fais, que tu reprends des kilos à une vitesse, je crois même pas que le commun des mortels puisse imaginer ce que c'est, quoi. C'est-à-dire que je me voyais regrossir dans la nuit. Je sentais les kilos qui se réinstallaient avec une douleur
tu sais, comme quand t'as des bleus, comme quand t'as été battu, quoi. C'était de la flotte, ça se réinstallait comme ça, et je reprenais 7-8 kilos en une semaine. Et donc, je pouvais même plus me toucher, quoi. Et c'était cette façon de vérifier qu'en me touchant, je me disais, oh mon Dieu, ça y est, je regrossis. Et irrémédiablement, je continue à bouffer jusqu'à ce que je réatteigne mon seuil où je ne me supportais plus. C'est-à-dire que je me gavais jusqu'à à nouveau atteindre 85 kilos pour pouvoir me redonner le but ultime de ma vie, c'est-à-dire me dire maintenant au moins tu as quelque chose à faire pendant les 6 mois qui viennent, c'est faire un régime. Et ce régime, ça remplissait le vide de mon existence. Oui, il y a Mia, tu voulais parler de... Alors, moi, tout a commencé vraiment réellement vers 17 ans. Et j'étais encore dans mon pays natal, qui est la Suède. Et en fait, mes parents, ma famille se sont très vite rendus compte. Pourtant, je ne vivais pas chez ma famille, j'habitais chez ma tante à cette époque-là. Et il y a un moment où mon frère voulait absolument m'aider, et il voulait que j'en sorte, il s'engageait, il voulait savoir ce que c'était la boulimie. Et il a donc contacté une diététiste. Donc tout ça s'est fait par c'était lui qui a pris l'initiative. Et moi j'étais partante, je voulais vraiment m'en sortir parce que j'étais au bout. Et donc pendant une semaine, il fallait que je note tout ce que je mangeais, à quelle heure, quand est-ce que je vomissais et quand est-ce que je faisais du sport. Donc j'ai emmené mon petit bouquin qui est en suédois, donc je vais traduire rapidement, pour raconter à peu près ce que c'était une journée pour moi. Et j'étais donc étudiante au lycée à cette époque-là. Donc 6h35, réveil. 7h, 500 g de pain, 300 g de beurre, plus de fromage, plus la confiture, plus de thé. 7h35, vomir, plus des vitamines, après, de l'eau. Vélo pour aller à l'école à 8h05. Donc des cours. 11h45, la purée donc à l'école, je mangeais à la cantine. La purée, des légumes, de la salade, encore une assiette avec de la salade, de lait. 12h25, vomissez. 2 heures de sport à l'école. 2h15, des gâteaux, enfin des bonbons en rentrant, tout en faisant du vélo pour rentrer de l'école. 15h10, vomissez à la maison. 15h30, à peu près 1 heure de sport avec de la natation. J'étais très courageuse. 5h10, 400 g de pain, encore 500 g de pain, 500 g de beurre avec du fromage, avec la mayonnaise. 18h10, vomissez. De l'eau. 1 heure de repos, après ça recommençait, 19h30. 500 g de pain, 400 g de pain encore, 300 g de beurre, fromage, confiture, du thé. 20h25, vomissez. 21h15, de yaourt, 1,5 litre. 3 décilitres de muesli, de la confiture, de sucre, de thé. 22h15, vomissez. 22h50, 500 g de pain, 120 g de beurre, du fromage, de la confiture. Bon, bah tu peux t'arrêter. Et encore vomissez, puis à minuit au lit. Et c'était comme ça tous les jours. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui... Peut-être on veut peut-être entendre aussi un petit peu les compagnons. Peut-être qu'ils ont... Je ne sais pas par où commencer en fait. Bon, elles parlent toutes d'elles-mêmes. Moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que les maris, les compagnons, les enfants, les mamans, les papas qui vont voir tout ça, il faut qu'ils sachent aussi que eux, ils ont le droit de souffrir en fait.
Et que moi, parallèlement à elle, j'ai souffert autant que... Enfin, ça paraît peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais j'ai souffert autant qu'elle, j'ai souffert avec elle. J'étais mal le matin, j'étais mal le soir, j'étais bien le matin, bien le soir. J'étais comme elle, en fait. Et si je fais apporter une note d'humour, elle me le dit souvent maintenant. Maintenant, c'est à toi de suivre une thérapie. Je suis en train de me demander aujourd'hui si j'en ai pas besoin d'une, toi. Donc j'ai vécu comme elle, en fait. Et tous les témoignages disent la même chose, en fait. Hein. On le dit avec des mots différents, mais c'est la même chose. Mais je suis mieux depuis qu'elle est mieux. Enfin, moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants. Bon, on vit les uns sur les autres. Et c'est vrai que, quelque part, quand l'un des membres de la famille va mal, les autres en subissent les conséquences, que ce soit un problème de boulimie ou autre. Mais là, dans la durée, c'était long, quoi. C'était difficile à vivre. Je te remercie beaucoup, Jean. Oui, pardon? Non, je veux dire, dans sa façon d'être, de se comporter, je peux rentrer dans les détails, mais en fait, elle vivait en décalage avec une certaine norme. Enfin, norme, j'aime pas trop le mot, mais en fait, c'est vrai qu'elle vivait dans un autre monde. Je vis avec Estelle depuis 4 ans. Alors, quand j'ai rencontré Estelle, j'étais attiré par elle depuis des années. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait un problème, qu'elle se sentait pas bien. Ça se voyait pas du tout. Elle était radieuse. On travaillait dans la même entreprise. Et finalement, on est sortis ensemble. On a concrétisé. Et puis c'est quelques mois après qu'elle m'a dit qu'elle allait pas bien du tout, qu'elle avait des problèmes au niveau de la bouffe, au niveau à tous les niveaux. Et puis je comprenais pas vraiment puisque je m'étais rendu compte de rien. Elle mangeait en cachette, elle se faisait vomir et puis je voyais rien du tout. Et quand elle me l'a dit, c'était très dur d'ailleurs pour qu'elle me le dise. J'ai pas compris. J'ai dit d'accord, ça doit certainement se guérir. Et puis elle m'a donné un livre à lire. Ça m'a un peu m'a donné des idées. Et puis j'avais l'impression qu'elle cherchait quelque chose ou quelqu'un pour l'aider à s'en sortir. Parce que moi je pouvais pas tout seul. D'ailleurs je comprenais pas ce qu'elle avait. Mais j'étais pas alarmé. J'avais pas envie de la quitter non plus à cause de ça. J'avais pas envie de culpabiliser non plus. J'avais envie de faire quelque chose. Et puis finalement, elle a commencé les groupes. Et puis on a vécu ça. Enfin, j'ai vécu ça plutôt très bien parce qu'elle m'a apporté à la fois des groupes. Elle guérissait, elle évoluait. Moi, j'en profitais aussi parce que j'allais pas très bien non plus, même avant de la rencontrer. Et tout ce que j'apprenais à chaque fois qu'elle rentrait d'un groupe, c'était acquis aussi pour moi. Ça me faisait beaucoup de bien. Et maintenant qu'elle a terminé, on vit quelque chose de plus fort encore. Et j'ai même eu envie de lui faire un enfant. Alors, c'est bien. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est super de t'avoir parmi nous. Ouais. Un jour, un ami de mon mari qui savait que j'étais boulimique lui a demandé mais et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de la boulimie de Blanca? Et il a répondu moi je n'ai rien à dire, elle en a assez comme ça, je vais pas en rajouter. Et c'est très difficile de vivre ça. Parce que déjà une boulimique souffre beaucoup. Et en plus de savoir qu'on fait souffrir et qu'on passe à côté des autres, c'est terrible. Les autres, ils essayent de vous attraper et vous leur glissez entre les doigts. Et pourtant, vous les aimez. C'est toujours fuir, c'est les sentiments, comme si ça pouvait être dangereux, comme si on voulait se protéger.
très très dur de passer à côté de la vie et de passer à côté de tous les sentiments, de ne pas exister. C'est le moment d'enchaîner, si tu veux bien. Moi j'ai été à l'opéra en fait, j'ai commencé la danse à 6 ans, oui. Je suis rentrée à l'opéra à 8 ans. Mais t'es arrivée jusqu'où à la danse, en résumant? Jusqu'où j'ai terminé l'école de danse de l'opéra, c'est-à-dire le plus haut niveau pour rentrer au ballet. Et puis j'avais plus envie d'être à Paris en fait. J'avais l'impression que en partant, toute ma vie allait changer. Donc je suis partie à Londres, j'étais au Royal Ballet à Londres, à l'Opéra de Londres. Et j'étais en compagnie, je suis montée jusqu'à soliste, ce qui était très très bien. Et puis là-bas, c'est comme partout, c'est comme à l'Opéra de Paris, et ça je trouve que c'est grave. On mange et puis on se fait vomir, et puis c'est très bien comme ça, et puis tout compte fait ça apaise un peu, puis on est sur scène, et puis on se refait vomir, et puis on remange, et puis on ressort, et puis... Mais il y a tout à assumer, il y a les répétitions, il y a... Ça doit être très fatigant, parce que quand on se fait vomir, on se fatigue aussi beaucoup. Oui, en plus. Et la danse, ça demande énormément d'énergie, comment tu faisais? Comment je faisais? Je faisais comme les autres en fait, les amphétamines, les machins, les remontants, pour tenir le coup, tout. Mais quelque part c'était bien tout ça, parce que ça me détruisait encore plus. Et j'avais vraiment envie de partir pour être quelque part plus tranquille. C'est vrai que j'avais envie aussi qu'on me traite de folle pour être mis avec des fous et que je me dise ma vie est terminée quoi. Je fais plus rien avec les autres. J'étais tellement seule, tellement j'étais repliée sur moi et puis il y avait des gens à côté de moi et puis je les voyais même pas et puis j'étais au restaurant avec eux. Je faisais ça va et toi ça boum et puis ils commençaient à parler et puis tout d'un coup j'étais plus là. Je les entendais parler comme ça et j'avais envie de parler mais j'avais l'impression d'être une mouche dans un verre, quoi, et que même si j'avais dit n'importe quoi, on m'aurait pas écouté. Et je sais même pas si j'avais envie de parler, quoi, et envie de dire quelque chose. Et aujourd'hui? Moi, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout d'être passée par là. Parce que maintenant, je me retrouve avec une force et une sensibilité que beaucoup de gens n'ont pas. Et ça fait du bien de se lever le matin, de regarder le soleil et de se dire mais putain c'est génial, il fait beau. Ou alors il neige. Et puis je sentais la neige, chose qu'avant je sentais pas quoi. Il aurait pu pleuvoir n'importe quoi, j'avais l'habitude quoi. Il faisait du soleil, j'étais pas contente. Et puis je m'en rendais pas compte. Le fait de marcher dans la rue, pas se rendre compte qu'on marche. L'impression d'être un zombie et puis bon c'est normal, c'est la vie, c'est l'habitude. Mais le jour où on se rend compte qu'on pose un pied devant l'autre, en fait, ça a l'air tellement con, mais c'est vraiment agréable. Alors, comment ont-elles réussi à lâcher la boulimie? Comment se sont-elles sorties de toutes les souffrances qu'elles viennent d'évoquer? C'est la question que je leur ai posée maintenant. Et leur réponse, c'est qu'elles n'ont pas lâché la boulimie. C'est la boulimie qui les a lâchées. À partir du moment où, grâce aux interactions du groupe, elles ont réussi à se remettre en question. J'avais honte d'être boulimique, il fallait pas que je me fasse plaisir, c'était tout à fait dans la lignée, un peu béni oui, je me sacrifie pour les autres, Sainte Marie-Thérèse, voilà. Et en plus, je suis passée avant par les autres mangeurs anonymes. Donc c'est très catho, il faut prier pour s'en sortir, etc. Et donc ça m'a encore plus renforcé ma culpabilité, comme quoi donc si j'étais boulimique, c'était ma punition, etc. En fait, ce que j'ai appris dans les groupes, c'est que c'était pas mal de se faire du bien, qu'au contraire, c'était que comme ça qu'on pouvait ensuite après donner aux autres. Et c'était vraiment cette notion de culpabilité que j'ai vraiment laissée de côté. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir parce que ces derniers temps, j'ai entendu une phrase de Fellini qui disait « Oui, moi, en fait, j'ai passé toute ma vie à essayer de me débarrasser des choses qu'on m'a inculquées pendant les 12 premières années de ma vie. » Et en fait, c'est tout à fait ça, quoi. J'avais ce fardeau de culpabilité qui est renforcé, en fait, par la boulimie parce qu'on se dit « C'est pas possible, je suis anormale, je dois avoir honte. »
etc. Et donc je me suis vraiment débarrassée de ça, et dans un premier temps, bon, maintenant j'ai plus de crise, mais j'ai accepté mon symptôme. Je me suis dit, bon, ok, je suis boulimique, mais bon, j'accepte, quoi. Et ça, je crois que c'est très important, parce que dans toutes les thérapies que j'ai pu faire auparavant, il y avait toujours ce sentiment de culpabilité qu'il fallait, c'est parce qu'on manquait de volonté, c'est parce qu'on était des incapables, etc. Je crois que ça, c'est très important. Je suis allée voir aussi un magnétiseur qui me faisait de la sophrologie. Et là où il me disait, il faut arrêter le chocolat, il faut arrêter les gâteaux. Alors j'avais l'impression de me retrouver chez un sorcier, en fait. Et puis après, je me suis retrouvée face à face avec un psychiatre qui, lui, eh bien, m'écoutait, mais il n'y avait aucune chaleur, aucun échange. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai dit, ben voilà, j'ai commencé à fumer. Il m'a dit, c'est très bien, comme ça, pendant ce temps-là, vous ne mangez plus. Je suis venue en France entre-temps, j'ai fait une thérapie avec quelqu'un, enfin, c'était un psychothérapeute. C'était 30 minutes, après c'était dehors, alors que je commençais tout juste à chauffer, ça m'a fait tout drôle, j'ai pas continué longtemps. Et finalement, je suis venue dans le groupe de Gestalt, et c'était le bousculement total, mon symptôme il comptait plus, alors que c'était ma vie. Moi, ma vie, c'était mon symptôme. Et de plus en parler, je me dis, mais de quoi je vais parler? J'ai plus rien d'autre à dire, c'est ma vie, je fais rien d'autre. Et là, être en face de soi, parler de soi, ce qu'on sent, moi, tout ça, manger, c'était pour pas sentir, justement. Moi, ce qui m'a parlé fort aussi, c'est quand tu as dit, il y avait une nana, c'était son premier groupe, hein, et elle disait, tu lui as dit, présente-toi, dis qui tu es. Et elle a commencé à parler de ses boulimies. Et tu l'as stoppée en lui disant, mais on n'en a rien à foutre ici, des boulimies. Tu peux en avoir autant que tu veux, c'est pas ça qui est important ici. Dis-nous qui tu es. Et là, il y a eu un grand silence. Et moi, ça m'a glacée parce que c'était tout ça, quoi. C'était la base même, l'essence même de pourquoi on était là, quoi. Qui on était finalement, on n'en savait rien du tout. Et moi, j'ai 35 ans, elle me disait, bon, bah ouais, je suis comme un bébé, quoi. Je dirais que ce que j'ai découvert dans le groupe, la phrase qui m'a vraiment permis de basculer et de changer ma façon de voir les choses, c'est d'avoir entendu: la boulimie, c'est l'unique partie vivante de toi qui s'exprime. Donc, oublie le symptôme, bouffe, fais autant de crises que tu en as besoin, ne t'occupe pas de ça, et ça bougera tout seul. Et en moi-même, je me disais, non mais, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça passe obligatoirement par ce foutu régime, ça peut pas marcher autrement. Et finalement, petit à petit, en quelques semaines, en quelques mois, et tout doucement, je me suis aperçu que je laissais tomber l'idée de régime au profit d'autres choses dans les groupes. Et moi qui me pesais 2 fois par jour, matin et soir, avant le petit déjeuner, après, avant le dîner, après, j'emmenais ma balance sous le bras partout en vacances, les petites cuillères, mais la balance aussi, électronique, qui parlait, tant qu'à se faire du mal, autant s'en faire jusqu'au bout. Je dois dire, maintenant, je dois me peser une fois tous les mois et demi, en me disant, tiens, quand même, je vais vérifier avec une petite trouille, quoi. Puis je monte sur la balance, je me dis, bah dis donc, ça bouge plus. La première fois où j'ai assisté à un groupe, je me suis rendu compte que toutes les filles qui étaient avec moi, en fin de compte, elles avaient rien à prouver, elles étaient toutes là à égalité, en fait. Il n'y avait pas de différence entre les unes et les autres, elles arrivaient chacune avec leur histoire. Et ce qui m'a surtout étonnée et frappée, c'est que les gens se mettaient à prendre la parole pour moi, ce que j'appelais des petits détails. Un exemple tout con, une fille se met lever la main en disant moi j'aimerais parler, j'étais au restaurant et soit je me suis laissée envahir, et à raconter une anecdote de leur vie, mais vraiment particulière dans une journée. Et là-dessus, on travaillait dessus. Et ça, c'est un truc, je me suis dit, mais en fait, moi, je passe ma vie à pas avoir de limites et à me laisser bouffer. Et je me disais, je cherchais un détail, moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que je faisais sans arrêt, 24 heures sur 24, c'était en fait jamais moi, et je m'affirmais pas, je faisais... ou au contraire, j'étais trop envahissante.
Et ça vachement, je me suis dit, mais je parle pas aux gens en fait. Et que j'étais incapable de dire, si on me disait, tiens, dis quelque chose, enfin pas dis quelque chose, mais essaye de parler de quelque chose qui te fait souffrir, j'étais incapable parce que tout en fait me faisait souffrir, tous les petits détails. Moi je me dis toujours, quand j'étais boulimique et que j'avais aucun soutien, enfin je veux dire, bon, il y avait ma famille, mais j'étais toute seule et tout, et je me sentais, enfin, c'est tout ce qu'on a dit tout le temps, je me sentais tellement seule, et puis c'était tellement, enfin, je me disais, je vais pas tenir un jour de plus, c'est pas possible de continuer comme ça, mais là, c'était une telle routine, tu vois, une telle routine de la souffrance, quoi, c'était toujours pareil, et tous les jours, je me disais, mais c'est impossible que quelque chose change, quoi. C'était impossible que quelque chose change parce que c'était pas que les choses autour de moi, j'étais pas en difficulté, enfin, tu vois, j'avais des amis, j'avais des parents, ils sont ce qu'ils sont, mais ils étaient compréhensifs, tu vois, j'ai une petite sœur qui était mignonne et tout, donc j'avais rien, je voyais pas ce qui pourrait arriver de mieux, enfin, ce qui pourrait changer dans ma vie, quoi, parce que j'avais pas compris que c'était moi qui devais changer. Et quand je suis arrivée dans les groupes, j'avais un petit peu peur, mais en même temps j'étais curieuse. Et donc, ce qui m'a étonnée, c'est que avec tous les thérapeutes que j'avais connus auparavant, ils nous caressaient tout le temps dans le sens du poil. Et là, c'était la première fois qu'on mettait le doigt sur des choses essentielles de notre comportement, de notre personnalité. Et c'était pas toujours dans le sens du poil. Bon, j'avais très peur des groupes, parce qu'en fait, j'ai toujours peur d'être face aux autres et de me dévoiler. Quand je me suis retrouvée au groupe, j'ai vu que des nanas. Première chose, j'étais très surprise. J'ai dit, il n'y a que des nanas. J'étais un peu agressive. Et puis très vite, c'était très riche. C'était tout était interactif. Tout me parlait enfin, quoi. Et chaque témoignage de ces femmes, j'avais l'impression que c'était des morceaux de moi qui se recollaient. Bon, déjà, j'avais très très peur quand je suis arrivée dans le groupe. Je me disais, oh là là, tous ces gens... parce que moi, j'étais vraiment dans mon délire, pas de persécution, mais vraiment de parano. Je me disais, j'osais pas parler, je me disais, on va me juger, ça va être terrible. Et en fait, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'est qu'il y avait une qualité d'écoute et que justement, les gens se jugeaient pas. Qu'on pouvait vraiment dire ce qu'on voulait, qu'on n'était pas là, il n'y avait pas de relation de force, et que c'était vraiment, il y avait une qualité d'émotion. Et d'ailleurs, moi, la première chose que j'ai fait, donc quand j'ai commencé à parler, on m'a dit, mais là, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Donc j'étais dans mon blabla, dans mon paraître, et je me disais, mince, comment ça se fait, on m'a démasqué, c'est la première fois. Pourtant, je croyais que mon numéro, il était très au point. Et donc ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas dans la communication et que c'était ça le problème, c'est que j'étais dans mon blabla, dans mon paraître, et que c'était pour ça que je me sentais si seule, parce que les gens ils pouvaient pas être avec moi si moi j'étais déjà pas avec eux, et ça j'en avais pas conscience avant. Je crois que pour moi ce qui a été le plus important et la première prise de conscience, ça a été l'occasion de pouvoir avoir des confrontations négatives avec les gens, et je crois que ça m'a permis de faire la paix avec mon passé. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des jeux de rôle où je m'autorisais à dire non, notamment à ma mère, et pour moi ça a été pas tout de suite, mais après 1 mois ou 2, j'ai compris que j'avais enfin je m'étais enfin affirmée, et que la reconnaissance que je cherchais par-dessus tout, la reconnaissance de mes parents, je l'avais obtenue du groupe. Et ça a été vraiment très, très nourricier. Ce qui est formidable maintenant, c'est que je me lève sans penser à la bouffe, avec ça comme seul horizon toute la journée. Pour la première fois, je peux aller au restaurant sans me stresser en regardant la carte, savoir combien de calories il y a dans la salade de crevettes. Et je me dis pas, tiens, après je vais me faire vomir, ou est-ce que je vais le garder ou pas. J'arrive enfin à prendre mes repas avec ma fille et mon mari. Et c'est vachement agréable d'avoir faim, la sensation de faim, et puis en même temps perdre du poids. Alors ça c'est épatant, enfin ça m'épate en tout cas. Et ce n'est plus une obsession, et quel soulagement, ça fait respirer. Voilà, j'ai eu envie de faire ce film pour insister sur le fait que la boulimie n'est pas un trouble du comportement alimentaire,
Comme l'a dit Marie, c'est un réflexe de survie. Elle sert à apaiser une angoisse très profonde. On mange parce qu'on se sent vide, incomplet, inexistant, et cela même quand on a réussi socialement. La boulimie est un trouble profond de l'identité qui tente à résister au classicisme psychanalytique, mais qui en revanche peut se résoudre au cours d'une thérapie existentielle, dans l'interaction du contact avec les autres, en se posant des questions simples. Qui je suis ? Où je vais ? Où je veux aller ? Et comment je m'y prends pour y aller ?